À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence nationale du sport, à travers les maisons régionales de la performance, a choisi une immersion dans le monde de la performance. Retrouvez ici un partage de connaissances d'experts et d'expériences de sportifs. Bienvenue sur les podcasts de la performance. Dans ce podcast, nous parlerons des préférences motrices avec Bertrand Terolaz et Philippe Poussin. Bienvenue à tous et bonne écoute. Bonjour Stéphane. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, nous sommes à Paris en compagnie de Philippe Poussin et Bertrand Terolaz qui vont nous parler des préférences motrices. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, alors Bertrand Terolaz, entraîneur à la base en Suisse, où j'ai officié dans les clubs et dans les équipes nationales. Dans le sport qui était le mien, c'est-à-dire le volleyball. Et en fait, l'Action Type, pour les préférences motrices telles qu'on les a lancées, ça vient du volleyball, ça vient de l'application qu'on a faite au volleyball. Donc moi, j'ai entraîné pendant une vingtaine d'années sur le terrain, pour ensuite faire de la formation d'entraîneur pour l'Office fédéral du sport, donc à Macolin, qui est un peu l'INSEP suisse. Pendant 17 ans, j'ai donc géré un peu ces formations d'entraîneur professionnel en Suisse, pour ensuite me consacrer à 100% au développement de l'approche Action Type, qui demande pas mal d'énergie pour arriver à maturité. Voilà. Auparavant, j'étais prof de sport en Suisse et donc enseignant à l'école aussi, et j'ai fait des études de biologie. Donc moi je suis Philippe Poussin, j'ai 58 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et avant de consacrer une grande partie de ma vie à comprendre et à travailler, à intervenir et accompagner des personnes et former des personnes avec l'approche Action Type, j'ai eu un long vécu dans l'entreprise où j'ai fait de la vente, du management, de la gestion de centres de profit pendant une vingtaine d'années. Et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à l'efficience, ce qui rendait efficient les personnes dans leur contexte, dans le monde de l'entreprise. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au fonctionnement des individus, après avoir moi-même traversé en 2003 un phénomène, alors dans le sport on parle de surentraînement, dans l'entreprise on parle de burn-out, et de m'apercevoir qu'en fait j'avais travaillé une grande partie de mon temps à l'opposé de mes préférences ou de mes besoins essentiels. Et c'est ce qui m'a amené à commencer à m'intéresser tout d'abord aux indicateurs de psychologie, avec des questionnaires, je dirais, classiques, que l'on connaît tous, psychométriques, MBTI, etc. Et puis les circonstances font que je rencontre Ralph Hippolyte, l'autre cofondateur de l'approche, c'était en 2007, à l'INSEP, de façon fortuite. Et puis l'histoire commence comme ça. Et en fait, comme ce qui me passionnait, c'était de créer les conditions pour que les humains puissent s'épanouir, j'ai vite compris qu'avec l'approche Action Type, j'avais mis le doigt sur quelque chose, sans vraiment avoir conscience de ce qui se passait. Et puis c'est comme ça un peu que je suis tombé dans la marmite, voilà. Mais j'étais pas tout petit, j'avais déjà une quarantaine d'années quand ça m'est arrivé, voilà. Alors pour les novices, est-ce que vous pouvez nous définir, en fait, nous signifier ce qu'est les préférences motrices ? Les préférences motrices, c'est déjà une façon de nommer ce qu'on peut observer au niveau du mouvement et de la motricité individuelle. Donc des façons de bouger, des façons d'initier le mouvement qui varient d'un individu à l'autre, tout simplement. Voilà, on pourrait rajouter que tout le monde connaît un certain nombre de ses préférences, comme par exemple la main droite ou la main gauche, ou l'œil directeur, qu'on connaît pas mal dans le sport, qui sont des préférences qui sont inscrites et avec lesquelles on travaille tous. Voilà, le fait de l'amener sur la motricité, c'est simplement de faire glisser ces préférences qu'on connaît tous vers le registre moteur. Et alors du coup, en quoi ça influence, ces préférences motrices influencent-elles la pratique sportive ? C'est une excellente question, ça vient de là déjà, c'est dans le sport que ça a émergé, tout simplement parce que si on imagine qu'on connaît sa préférence, je reprends la main droite, qui est un exemple classique, et qu'on a l'intention de faire performer quelqu'un avec une intention de mettre une balle dans une cible, et ça va être naturel pour la personne si on la laisse faire naturellement et qu'on reconnaît ça, elle va prendre la balle dans sa main droite et utiliser sa main droite ou écrire de la main droite spontanément. Donc ça permet effectivement d'individualiser et de prendre en compte le référentiel de l'individu pour lui permettre de s'exprimer dans son contexte. Moi j'avais une question par rapport aux préférences motrices. Comment souvent on fait le lien avec le côté cognitif ou le profil cognitif? Comment c'est possible en fait tout ça, que ce qu'on va faire au niveau moteur, ça puisse avoir un lien avec du lien avec le profil cognitif? Ouais, tout simplement parce que avec l'approche, on s'intéresse en fait à d'où vient l'être humain. L'être humain, il porte en lui-même un système nerveux avec un cerveau qui centralise pas mal de choses et dont la raison d'être principale est de coordonner le corps humain dans ses mouvements. C'est-à-dire de pouvoir permettre à un corps humain de créer des gestes adaptables
par rapport à la complexité qui nous entoure, donc pour interagir avec l'environnement. Donc le cerveau, sa fonction de base, c'est le mouvement. C'est pas la réflexion, c'est pas l'école, c'est pas l'apprentissage cognitif. Tout ce qui est cognitif, c'est quelque chose qui a émergé bien plus tard dans l'histoire humaine, parce que justement, arrivé à un point, pour différentes raisons, on a pu utiliser le système du mouvement pour créer de la pensée, en fait. Et en fait, la pensée, même si c'est peut-être difficile à imaginer, mais c'est du mouvement virtualisé. Ça veut dire c'est la manière dont on pense en mouvement, en fait. On pense avec des verbes d'action, on pense avec des relations, des objets, des gens, etc. Donc on pense comme si on était en train de bouger, mais on bouge pas. On bouge dans la tête, si on dit. Donc en fait la cognition c'est juste une émergence, c'est un produit, une conséquence en fait des mouvements humains et de la complexité bien sûr du système nerveux qui a fait que c'est possible. Une petite application pratique qu'on connaît tous, qui illustre bien ça, c'est que combien de fois ça nous est tous arrivé de partir faire du vélo, ou courir, ou faire de la natation, ou simplement aller marcher, avec la tête farcie de problématiques, et puis en fait on se met en mouvement, on marche, et en fait pendant qu'on marche, voilà, ça contribue à faire fonctionner le cognitif. Et en fait, il s'agit pas de les opposer de mon point de vue, mais de remettre à sa place les choses. Et donc, dans l'évolution, on est d'abord en mouvement avant de faire de la cognition. Et le mouvement, il commence dès in utero, où il y a une vidéo notamment de Boris Cyrulnik qui est lors d'une conférence à Nantes, où ils s'aperçoivent que dès la vie in utero, la différence, par exemple, de la marche par le haut et de la marche par le bas, s'active très tôt. En fait, le cycle perception-action, mouvement, il est activé parce qu'en fait, on se construit comme ça. Et le cerveau est en plein développement encore à ce moment-là, mais le moteur vient bien avant le cognitif, voilà, dans l'évolution. Et ça, c'est aussi une question d'observation et de bon sens qui fait que les choses sont intriquées, mais que on bouge d'abord, et quand on bouge et qu'on sait bien bouger, qu'on sait se mettre debout, on commence à pouvoir parler, et puis après on commence à pouvoir aller à l'âge de raison, 5 ou 7 ans, un peu plus tôt pour les précoces, et puis après on combine les choses, et parfois on fait même que la tête prend le dessus sur ce moteur, mais on sait bien que les gens d'équitation savent bien que le cavalier il a à faire avec le cheval en fait, et on peut prendre l'image que le cheval ce serait la partie motrice de notre fonctionnement et le cavalier ce serait le mental, voilà. Et c'est donc qu'ils ont à collaborer ensemble, voilà, et surtout pas les mettre en comment dirais-je, en opposition, mais ils ont être en symbiose, donc ils résonnent l'un avec l'autre, et quand ils sont coordonnés, ça fonctionne bien, voilà. Quand c'est aligné ça fonctionne mieux que quand c'est désaligné, voilà. Moi je complémente très volontiers encore un petit truc, parce que je pense que pour les gens qui écoutent c'est important, c'est de comprendre déjà, de remettre ce que vous voulez au milieu de ce que vous voulez. C'est que le cerveau est un organe du corps, c'est-à-dire que c'est un produit qui provient du corps. Okay, c'est quelque chose qui est arrivé par production et par conséquence des besoins du corps dans le mouvement. C'est quelque chose qui est une conséquence. Donc c'est pas un truc qui domine, c'est un truc qui est dominé par le corps en fait. Okay, si votre corps vous dit que vous êtes malade, la tête elle a beau dire ce que vous voulez, vous devez assumer le fait de la maladie. Donc on peut aider bien sûr la guérison grâce à la tête, c'est heureusement, mais le corps c'est celui qui décide de tout ce qui se passe en fait. Et ça peut pas changer. Ça veut dire que si je marche par le haut jeune, je peux pas devenir marche par le bas. Quand on dit marche par le haut, par le bas, c'est aérien-terrien, c'est ça? Alors, oui, on peut. Je vois bien la question et le staccanovisme d'enfermer, et en fait on est dynamique, c'est-à-dire qu'on n'est pas que droitier, on a une dominante et on démarre avec la main droite, mais régulièrement on va utiliser notre main gauche. L'exemple qu'on prend souvent pour illustrer ça, c'est que si je pars avec un bagage prendre l'avion et que je le porte avec ma main dominante ou préférentielle, à un moment elle va se fatiguer. Qu'est-ce qui se passe au moment où je fatigue? Je vais utiliser ma main gauche si je suis droitier, et à ce moment-là je vais être très efficient avec cette main gauche, même si c'est sur un temps plus court, même si je le fais complètement différemment que du côté opposé, j'ai pas la même façon de porter la chose. Il y a une alternance qui s'installe. Donc en fait c'est un système d'initiation qui démarre, et quand le système principal ou initial ou originel où la préférence est initiée, et quand elle a joué son rôle et qu'elle est saturée ou qu'elle ne peut pas remplir son rôle, à ce moment-là il y a un switch qui s'opère vers l'autre côté. Donc c'est quelque chose qui est dès le plus jeune âge, dès in utero, commence à s'alterner. Mais on développe principalement l'un, et l'autre derrière va jouer son rôle en back office jusqu'au moment où les choses vont s'inverser. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce que vous appelez les profils. Il existe différents profils. Est-ce que vous pouvez, on va peut-être pas tous les nommer, mais est-ce que vous pouvez nous dire déjà de quoi ça parle, et de deux, comment est-ce que vous profilez un sportif, par exemple? Un profil, ouais. Un profil est, on peut déjà faire un petit peu une analogie
métaphorique avec un iceberg, c'est que le profil, en fait, c'est ce qui va dépasser de l'eau. Donc, votre iceberg, il a un profil parce qu'il a des courbes, des lignes, etc., qui dépassent de l'eau, et il a une grande partie qui est immergée. Et c'est les 9/10. Ça veut dire le profil, c'est juste ce qu'on voit, ce qu'on observe en fait de l'extérieur. Et il y a beaucoup de choses, bien sûr, qu'on ne peut pas observer, mais qui néanmoins sont importantes. Philippe en a mentionné quelques-unes juste avant. C'est en fait des ressources et des réserves. Donc en fait, un profil, c'est la manière dynamique dont les ressources d'un individu vont s'enchaîner dans le temps et l'espace pour permettre de réaliser vos actions au quotidien. Donc c'est une dynamique de préférence qui va se passer la main entre différents systèmes. On appelle ça scientifiquement des attracteurs. Ça veut dire qu'il y a des systèmes dans le corps humain qui sont relativement stables et qui se passent la main par rapport aux besoins quotidiens. Donc un profil, c'est simplement la manière avec laquelle ces systèmes se passent la main. Sachant justement que Philippe parlait d'initiation, eh bien c'est le système qui initie que les gens souvent, pour simplifier, appellent le profil. Mais en fait, c'est juste le point d'entrée ou la zone d'entrée du profil, ce qu'on va observer. Donc les tendances qu'on observe sont juste au-dessus de l'eau, et on a accès à beaucoup de ressources qui sont sous l'eau par rapport à cet iceberg. Donc le profil, c'est vraiment cette organisation dynamique, et c'est quelque chose qui est fixé pour la vie, mais qui est tellement complexe et dynamiquement imbriqué qu'il n'y a pas besoin que ça change. C'est pas ce qui va changer, c'est pas le profil, c'est la manière de l'utiliser dans la vie, parce que bien sûr, en étant plus âgé, par exemple, on a moins d'énergie, donc on aura besoin de plus de récupérer. Si on est en pleine forme, si on est moins en forme, etc., on va utiliser d'autres ressources. Mais en tout cas, la vie a mis en place un système qui permet de passer d'une ressource à l'autre de manière intelligente, parce que ça provient du corps et des multiples possibilités qu'il a de s'adapter à l'environnement. Et vous pouvez nous donner un exemple concret d'un profilage ? Ben oui, y a un professeur de kinésithérapie belge qui s'appelait, parce qu'il est décédé, Raymond Soyer, qui a mis en évidence, pour des problèmes d'étude de la pathologie ou du pathomécanique, la marche par le haut et la marche par le bas. Et donc ça veut dire que il a mis en évidence qu'il y a des personnes qui ont un centre de gravité légèrement en avant et d'autres personnes qui ont un centre de gravité légèrement en arrière de l'axe des hanches, en fait. Ce qui va entraîner justement une marche par le haut, parce que c'est le haut du corps qui va initier le système. Et dans le cas opposé, c'est le bas du corps, avec la marche par le bas, qui va initier le système. Ça veut dire qu'on peut marcher de deux manières principales. C'est en déséquilibre avant, on va dire, voilà, ou en déséquilibre arrière. Donc quelqu'un qui marche par le haut aura une tendance naturelle à tomber en avant, et quelqu'un qui marche par le bas aura une tendance naturelle à plutôt à s'asseoir, donc à tomber vers l'arrière pour ensuite se propulser, donc pousser et faire des pas en avant. Ok, donc ça c'est les deux grandes on va dire familles de distinctions qu'on va trouver sur Terre, en sachant que la moitié de la population terrienne est par le bas et l'autre moitié est par le haut. Et comme on l'a mentionné avant, on peut bien sûr basculer d'un système à l'autre en fonction des besoins. Donc ça c'est une chose on va profiler, parce que chez nous on ne teste pas, parce qu'il n'y a pas de bons et de mauvais résultats. Il y a juste un profilage qui prend en compte ce qui émerge à un moment donné chez quelqu'un, sachant que derrière, ce qui nous intéresse, ça va aller dans la direction d'éléments que Philippe a mentionné par rapport aussi au squelette, c'est-à-dire qu'il y a des éléments structuraux qui sont importants, qui sont beaucoup plus stables que les éléments dynamiques. Néanmoins toujours avec des capacités d'adaptation, mais avec une stabilité plus forte. Et là, on va regarder justement dans ces éléments structuraux quelles sont les préférences utilisées par l'individu. Et bien sûr, l'ensemble de ces paramètres combinés, il y en a d'autres. Par exemple, l'épaule dominante, qui est quelque chose qui est important. Il y a le système d'attention. Alors le système d'attention va créer quoi ? Une préférence pour une attention qui est vers la droite ou vers la gauche, comme vous êtes droitier ou gaucher de la main. Le cerveau a une latéralité au niveau de l'attention qui va soit à gauche, soit à droite, qui nous a amené, nous, à réfléchir sur l'œil moteur, l'œil qui est le plus proche du côté de l'attention préféré. Ou ce qu'on appelle aussi, suite à l'idée d'un ami, Philippe Graff, en Suisse, qu'on a appelé aussi le radar. Ça veut dire en fait le côté où on scanne plus facilement l'information. Donc ça, c'est des choses qui vont se combiner pour arriver à donner un profil. Est-ce que le profil moteur, il peut avoir été entaché par la pratique ? Je prends l'exemple, on a des gymnastes qui sont sur des schémas moteurs très précis, des haltérophiles,
est-ce que le jour où on va les tester, ils seront dans leurs préférences motrices? Je vous rappelle qu'on teste pas, donc oui, on teste pas. en profil. Le jour où on va les profiler, est-ce qu'ils vont forcément être dans leurs préférences ou ils peuvent avoir été influencés par tout ce qu'ils ont vécu avant? C'est une des grandes complexités du profil, c'est que quand vous profilez, vous ne pouvez pas savoir où se trouve la personne. Parce que la personne peut se balader dans toutes ses ressources, elle peut vous présenter une face de l'iceberg qui est différente parce que il y a eu des événements de vie et une fatigue, du stress, des événements énergétiques, émotionnels, etc. Donc quand vous venez profiler quelqu'un, vous ne savez pas effectivement où se situe la personne par rapport à son ensemble dynamique. Donc il y a une grande précaution, une grande humilité à avoir parce que on n'est pas là pour prendre un résultat, on est là pour accompagner les gens d'abord. Donc que la personne soit dans un état ou dans un autre, à la base le profileur, le praticien action type sait quoi faire. C'est égal en fait pour lui que la personne présente une face ou une autre, mais quelqu'un qui fait du sport comme un gymnaste ou un haltérophile, eh bien simplement ça va dépendre de son état du moment. Si la personne est fatiguée, il va présenter d'autres façons de bouger. S'il est en pleine forme et qu'il réalise une perf à ce moment-là, eh bien, on va avoir un point d'entrée, un système d'initiation qui est souvent le système le plus utilisé par la personne, mais pas forcément. On peut très bien réaliser des perfs de niveau mondial et olympique en étant dans des systèmes moteurs qui sont secondaires, tertiaires, voire en 4e position. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement possible sur les systèmes moteurs. Ils fonctionnent très bien, ils sont cohérents tous, et n'importe qui peut utiliser les 4 systèmes qu'on a mis en évidence. Donc vous pensez du coup qu'entraîner par rapport à une préférence, c'est bien ou ça n'a pas forcément de sens puisque le moment où on va profiler la personne, elle sera peut-être pas dans sa préférence. Ouais, on peut répondre à ça en essayant de trouver une image ou une histoire, une expérience qui peut parler à tout le monde. La question de l'entraînement, c'est qu'il doit être contextualisé. Voilà. Donc la question, c'est de savoir on entraîne qui, à quel moment et dans quel contexte. Donc si je reprends l'exemple de ma valise, si la personne elle est prête à travailler avec son côté gauche, avec sa main gauche, elle fait naturellement quelque chose, elle s'entraîne. Elle est en train de performer pour aller vers une intention, ce que fait un sportif. Il est en action et en mouvement pour aller vers une intention. Donc la personne, elle a une intention, elle va prendre l'avion ou que sais-je, et elle fait avec les ressources qui sont disponibles. Et qu'est-ce qui se passe ? À un moment où ça switch, elle change de côté. Voilà. Donc le bon entraînement entre guillemets, et je ne voudrais pas mettre le mot bon parce qu'il est pas, c'est un jugement. L'entraînement adapté, voilà, ouais. Et optimal, c'est l'entraînement où l'entraîné prenne conscience de la ressource qui est disponible. Voilà. Et je vais prendre un exemple très concret qu'on connaît tous, c'est le squat. Demi-squat ou squat profond, c'est des grands débats. Dans le foot, c'est extérieur du pied, intérieur du pied. C'est la conduite de la balle. C'est des grands débats qu'il y a dans les clubs de foot, et on pourra en trouver comme ça dans beaucoup de disciplines. La question, c'est de dire, ok, si la personne a la disponibilité pour faire un squat complet, c'est-à-dire qu'elle est plutôt centrée arrière, c'est-à-dire qu'elle a plutôt son poids, elle ressent plutôt son poids dans les talons, c'est pas un problème de faire un squat complet à ce moment-là. Au contraire, c'est même très très bon. Parce que c'est cohérent, et n'importe qui peut faire ça à n'importe quel moment. Ça va dépendre de la capacité que l'on a à repérer ça. Et en fait, c'est ça le job. C'est de repérer où est-ce que se trouve la personne et l'autonomiser là-dedans. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'un buteur, que ce soit au foot ou au rugby, s'il a conscience qu'il est plutôt centré sur l'avant ou plutôt centré sur l'arrière et qu'à l'entraînement, il a appris à performer dans les deux, il n'y a pas de problème, il va pouvoir réaliser son geste. Ça veut pas dire qu'il va réaliser 100%. Mais il va mettre de la cohérence, il va avoir moins de dispersion, il va avoir une stabilité qui fait que s'il a entraîné et qu'il est dans ce qu'il peut faire habituellement, il va pas multiplier sa performance par 2, c'est pas ce genre de choses qui est possible, mais il va pouvoir s'exprimer et atteindre le résultat. Donc la question c'est d'apprendre à entraîner, bien sûr, à accompagner, à se préparer, à être efficient, en prenant en compte le contexte dans lequel on évolue et l'impact de ce contexte sur l'individu. Et donc quelle est la réponse motrice qui émerge. Et c'est en ça que c'est complexe. C'est-à-dire que vulgariser le profil en disant la personne elle est ci ou elle est ça et mettre une étiquette, c'est être vulgaire entre guillemets, parce que c'est bien loin de la complexité. C'est pas faux. On peut très bien avoir fait un profilage et voir quelqu'un à un moment et avoir pu mettre une étiquette entre guillemets. Quand je dis une étiquette, c'est un repère, c'est une balise. Elle est balisée, tiens, elle est en marche par le haut, très bien. Mais ceci dit, la personne, elle n'est pas marche par le haut. Elle fait voir de la marche par le haut dans ce contexte-là. Et si elle a à être efficace dans ce contexte-là, c'est ça qu'il va falloir faire.
comme la personne, je reviens toujours à mon exemple initial, si c'est la main gauche qui est prête à porter la valise, essayez de porter de la main droite quand votre main droite elle est fatiguée, ça marche pas. Et l'entraîneur qui forcerait cette direction-là, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être blessure. Très rapide. Très rapide, ça va être la blessure. Mais il y a quand même des choses qui bougent pas. Je pense au radar, notamment. Ça bouge ou? Non, ça bouge. Mais il y a des choses qui bougent pas aussi. Il y a quelques paramètres qui bougent pas. On va dire qu'il y a des choses qui bougent moins. Voilà, qui sont plus stables. Parce que les absolus, c'est difficile. Exactement. Mais il y a des choses plus stables qui sont justement ces éléments structuraux. Mais le radar, c'est le système d'attention. Vous avez deux hémisphères qui peuvent avoir une attention à droite ou à gauche. Comme vous êtes né avec deux hémisphères, si tout va bien, eh bien, vous êtes capable de passer de l'un à l'autre. Parce qu'on a besoin des deux hémisphères, on a besoin de connexion, on a besoin que les deux se coordonnent. Donc le radar, ok, il a une tendance à démarrer peut-être dans un système principal avec une façon de fonctionner, mais c'est très fréquent qu'il utilise l'autre manière pour complémenter sa manière principale. Donc c'est pas le bon exemple le radar, mais on peut parler d'autres éléments qui sont plus stables, qu'on va respecter ou qu'on va faire attention de respecter. Alors, le problème des éléments stables, les éléments qui sont vraiment plus structuraux, ils posent problème dans l'entraînement et pour les entraîneurs parce que l'entraîneur, lui, il a une version du système qui est ses propres éléments structuraux, donc ses préférences par rapport à ses propres éléments structuraux, ce qui veut dire que il va très rarement, voire pas du tout vivre ce que veut dire les autres versions structurelles, donc celles que lui n'a pas. Donc pour lui, il va développer, et c'est comme ça que l'être humain fonctionne, hein, par expérience, il va développer des croyances que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que lui, il l'a vécu et il a passé à travers ce crible-là, et que pour lui, ça a marché, et qu'il peut pas imaginer quelque chose qu'il n'a jamais vécu, en termes de mouvement, parce qu'il ne l'a jamais réalisé. Alors quand il voit d'autres personnes bouger différemment, là il est confronté à la réalité, c'est que ça bouge pas seulement comme lui il bouge, ça bouge aussi de manière différente, mais pour lui ça fait pas sens. Dans son fort intérieur, souvent ça crée une incohérence forte, qui fait qu'il aura quand même, surtout pour des entraîneurs on va dire intentionnés, qui portent le savoir, hein, des sachants, ce qui est pas pour nous le meilleur des entraîneurs, en termes de justification. On préfère que les entraîneurs se sentent sur l'autre et pas sur leurs besoins à eux d'abord. Et en voyant l'autre version, il va avoir envie de changer ça, il va avoir envie de modifier. Donc par exemple, si on prend le cas du football, vous avez des entraîneurs et des joueurs qui sont verticaux, donc des gens qui vont aligner la course d'élan par rapport au ballon et à l'objectif. Et puis vous avez des gens qu'on a découverts comme étant horizontaux, ça veut dire qu'ils ont besoin de créer des angulations par rapport à la course d'élan et à la cible. Et ça, c'est quelque chose qui bouge pas beaucoup, voire pas du tout. Du coup, c'est très compliqué pour un entraîneur qui a toujours tapé le ballon d'une certaine manière de comprendre qu'on peut le faire d'une manière différente que lui n'a jamais faite. Alors heureusement, quand la force est très très basse, quand la puissance est très basse, on peut plus ou moins tout faire. Ce qui veut dire faire une passe de côté, mettre de l'angulation ou dans l'axe, quand il n'y a pas beaucoup d'énergie, vous pouvez le faire, n'importe qui peut le faire. Mais nous, on est en train de parler de structure, donc d'éléments qui vont émerger et qui seront très importants pour l'intégrité structurelle de l'individu, qui vont émerger quand il y aura de la puissance. Et c'est là où justement il y a des grands dangers, parce que c'est là où les gens vont exagérer, forcer le geste éventuellement, pour créer un terrain de blessure. Et ça, à grande puissance, on pourra pas changer les éléments structuraux, parce que c'est lorsqu'il y a des montées en puissance très grandes que la structure prend de l'importance et s'exprime encore plus. Donc voilà, c'est tout un enchevêtrement de paramètres. Néanmoins, on a des entraîneurs qui veulent modifier la façon de faire des athlètes, des joueurs, des joueuses, et on essaye de, nous, dans cette sensibilisation aux préférences, on essaye de les aider à comprendre ce qui convient pour eux et ce qui convient pour les autres. Donc à être un peu moins invasif dans leur manière d'être par rapport à l'athlète. Mais en fait, notre philosophie, c'est ok, tu démarres dans l'entraînement, t'es un entraîneur débutant, ben t'occupe-toi de regarder en face les gens, qu'est-ce qui marche d'abord. Occupe-toi pas de ce qui marche pas. Parce que dans ce qui marche pas, t'as pas beaucoup d'expérience et t'as pas beaucoup on va dire de distance par rapport à tout ça. Donc regarde quand la gamine, le gamin fonctionne bien, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe quand il fonctionne bien? Et apprends avec l'individu qui est en train de s'exprimer de manière constructive. Ne va pas modifier des choses alors que tu n'as pas forcément la référence du gamin qui est en face. Ça, c'est le grand danger. Et demain, si j'entraîne un groupe de rugbyman ou de handballeurs, est-ce que vous me conseillez en tant qu'entraîneur de laisser le choix sur des situations d'échauffement, par exemple,
puisqu'on a dit que les préférences elles bougeaient, ou le moment où l'athlète il va venir, il sera peut-être dans un autre profil. Est-ce que ça peut être bien de laisser le choix, ou est-ce qu'il faut essayer de quand même rester sur des échauffements très stricts? Si on travaille avec l'approche, ce qu'on va chercher à faire, c'est à donner le pouvoir à l'individu. Donc, dans l'accompagnement, qu'est-ce qu'on va chercher à faire, c'est que l'athlète, qui soit en situation d'échauffement, ou tirer la pénalité de la gagne dans le money time, ou à rentrer sur une poussée en mêlée, ou à tirer un penalty si ça se finit sur un tir au penalty, c'est qu'il puisse avoir conscience de là où il est. Voilà. Et du coup, de mettre la cohérence, et de mettre le cycle perception-action optimal, et préparation-action, expression, qui soit optimal. Et donc, le boulot, entre guillemets, si on peut parler de boulot, ou l'accompagnement, l'entraînement que l'on va faire avec la personne dans ce qu'on va apporter pour compléter tout ce qui est déjà très bien fait, par l'athlète, par son écosystème, etc. Ou ce que déjà fait déjà très bien l'entraîneur avec l'athlète, qui l'accompagne. Et je pense que s'il y a un truc à retenir, entre guillemets, de ça, c'est apprendre à connaître l'autre, et que l'autre se reconnaisse. Voilà. Et ça sert à ça. Les préférences, c'est pas une technique qui vient pour dire je vais rajouter une couche de technique à la technique que je fais déjà. Voilà. Et puis complexifier le truc. C'est rentrer dans un processus où je vais me reconnaître moi déjà en tant qu'individu, qui je suis, je vais reconnaître l'autre, et faire que je me reconnaisse moi et je m'accueille là où je suis, que l'autre puisse se reconnaître là où il est. Et à partir de là, il y a des ressources qui émergent, avec lesquelles je vais apprivoiser. Mais comme depuis tout gamin, on a appris à apprivoiser notre main droite, notre main gauche, notre jambe d'appel, notre œil directeur. Et on vit avec ça en permanence. Et personne ne nous a jamais mis l'attention là-dessus particulièrement. Sauf à ce qu'à un moment, on fasse un test de Zaso ou autre. Et on peut prendre le profilage comme une étape de test de Zaso ou de connaissance de soi. Et après, c'est avec le joueur et le contexte et les problématiques que l'on rencontre, qu'est-ce qu'on va en faire? Vous nous parliez tout à l'heure des sportifs qui switchaient leurs préférences. C'est dû à quoi? C'est la fatigue ou tous les événements de vie qui nécessitent une adaptation. Ça veut dire que dans un état actuel, vous êtes en capacité de répondre à certains éléments, on va dire. Et s'il y a des changements dans l'environnement, il y a peut-être pas d'adéquation avec votre état actuel, donc il va falloir s'adapter. Donc le corps humain a la possibilité de changer de façon de faire pour justement faire face à des contraintes très variées, toutes les contraintes de la vie. Quand vous avez une mauvaise nouvelle qui tombe dans le téléphone ou dans votre oreille, d'une manière ou d'une autre, vous devez aussi intégrer cet élément impactant qui pourrait vous affecter. Et le corps humain, il aime pas être affecté. Il aime être vivant, il aime être touché par ce qui se passe, mais il aime pas souffrir. Donc le corps, pour éviter de souffrir, il a un système naturel d'adaptation qui permet de faire ressortir la ressource nécessaire au moment donné. Et pour rebondir parce que tu avais dit par rapport au profil, un autre profil. Donc c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, mais on peut pas aller dans un autre profil. Vous avez votre profil, tu as ton profil, j'ai mon profil, on va toujours être dans son profil, ok? Donc on ne peut pas vivre un autre profil, on ne peut pas vivre dans un autre corps, c'est tout simplement comme ça, enfin, en tout cas pas à ma connaissance. Et l'idée étant que la grande difficulté va être de rester cohérent dans mon profil. Parce qu'on peut créer des incohérences au sein même du profil, ce qui va créer des problèmes d'adaptation, des problèmes de stress, des problèmes de fatigue, des problèmes de burn-out, des problèmes de bore-out, tout ce que vous voulez. Cette cohérence, en fait, c'est ce que recherche le corps. C'est pour ça qu'il passe d'un système à l'autre. Parce que lui, il a besoin d'être cohérent. Il a besoin que ce cycle perception-action dont parlait Philippe soit toujours aligné et prêt à s'adapter à ce qui est en train de se passer. Donc il peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Il veut être coordonné, ça veut dire il veut être dans le moment présent, en connexion avec l'instant présent, pour que s'il y a des variations qui se passent dans mon corps ou autour de moi, je sois capable toujours de fournir en fait une solution qui soit adaptée. Est-ce que vous pouvez nous parler des limites, s'il y en a, des préférences motrices? Des limites. Des limites. La limite, ça va être justement la compréhension des gens, est-ce qu'ils vont en faire. Une préférence, elle n'est pas faite pour enfermer. Une préférence, c'est dynamique, donc comme on l'a vu, il y a plusieurs systèmes. Elle n'est pas faite pour enfermer, elle n'est pas faite pour mettre dans un catalogue ou mettre dans une boîte. Elle est faite pour être découverte et être vécue avec beaucoup de variations, beaucoup de respect, beaucoup d'humilité par rapport à ce qui se passe,
Donc le problème est toujours l'ambivalence de notre cerveau, parce qu'il y a le langage qui cherche à simplifier et il y a la réalité qui est toujours complexe. Et si vous mettez une étiquette sur quelqu'un, comme Philippe mentionnait, c'est clair que c'est très réducteur. Mais il s'agit d'un langage, c'est une abstraction. Quand je parle d'un profil qui s'appelle XY, c'est une abstraction. Ça veut dire que je peux pas résumer une personne avec un profil, c'est impossible. Un profil, c'est pas résumable par rapport à ça. C'est-à-dire qu'une personne, déjà, il est clair que c'est important que les gens comprennent que quand on fait du profil moteur, quand on travaille sur les préférences motrices, on travaille pas sur la personnalité des gens. C'est deux choses très très différentes. Nous, c'est la façon de bouger, et la personnalité, ça va être plutôt ce que vous allez faire dans votre vie avec cette manière de bouger, donc ce que vous allez vivre en tant qu'expérience, et ce que vous avez développé comme croyance par rapport à ce que vous avez vécu. Là, les guerres d'influence dans votre vie vont créer une personnalité très différente. Mais je dis toujours aux personnes dans les formations que vous pouvez avoir un profil, et puis avec le même profil, vous pouvez être un tueur ou un pape. Donc c'est égal le profil par rapport à ça. C'est ce que vous allez en faire dépend de votre vécu, dépend de plein de choses. Donc les limites, c'est plutôt les gens ce qu'ils vont faire. C'est l'utilisation des profils, des préférences motrices qui sont des limites. En elles-mêmes, les préférences, elles n'ont pas de limite, parce qu'elles ont même pas demandé à être là. C'est l'être humain qui a mis un nom dessus. Elles sont là. On doit faire avec parce qu'on n'a pas le choix. Dans la vie de tous les jours, il n'y a pas qu'une manière de faire les choses, sinon ce serait très vite blasant. Et il n'y a pas que des clones sur Terre, il y a beaucoup de variétés et de diversité, donc c'est du respect à marquer par rapport à cette diversité. C'est ça qui nous intéresse, c'est de maintenir un niveau de diversité, maintenir un niveau de richesse en fait dans l'expression humaine, et c'est un des moyens d'y arriver en fait. C'est intéressant en tout cas pour tous les entraîneurs qui nous écoutent, parce qu'on observe beaucoup de personnes qui en un coup d'œil vous donnent la préférence motrice et cataloguent la personne tout de suite sur un profil. Ça chez nous c'est interdit, c'est pas permis, parce que on veut justement pas que celui qui amène le savoir des préférences motrices, le savoir de l'approche action type, soit quelqu'un qui est sachant. Donc c'est pas quelqu'un qui doit imposer son savoir. Déjà, je dois vérifier si la personne elle est prête à écouter, prête à prendre quelque chose, voire à utiliser quelque chose. Ça sert à rien d'aller vers quelqu'un ou d'accompagner quelqu'un, de vouloir coacher quelqu'un si la personne elle est pas prête. Donc c'est déjà la première chose à faire attention, c'est que est-ce que la personne est disponible par rapport à ce que je lui propose. Mais venir avec une prise de pouvoir, c'est un truc que nous on veut absolument pas voir en fait. Ça c'est rédhibitoire pour nous. Avoir de la connaissance sur les préférences motrices, c'est pas une prise de pouvoir sur l'autre, c'est une responsabilité pour autonomiser l'individu qui est en face de vous. Ça veut dire lui apprendre à comprendre mieux comment il fonctionne, quelles sont ses références, co-créer avec lui un référentiel interne qu'il pourra utiliser même quand vous n'êtes pas là, donc arriver à créer son propre chemin sans être dans la dépendance. Ça fait penser à une anecdote pour rebondir sur le point, et une histoire avec un golfeur comme ça qui travaille avec une personne effectivement qui à partir de vidéos que vous lui envoyez, il vous a jamais rencontré, etc., et il vous donne votre swing, et il se trouve que cette personne-là vient à mon contact, et que voilà, je fais un profilage, je fais émerger quelque chose, et forcément c'est pas la même chose que ce qu'elle a reçu. Donc tout de suite, c'est le dilemme qui a tort, qui a raison. Un staccanovisme de dire qui a tort, qui a raison. Et en fait, c'est pas question de savoir qui a tort, qui a raison, c'est de savoir dans quel contexte la personne a été vue sur la vidéo et dans quel contexte elle a été. Moi, je l'ai vue. Et en fait, la différence de contexte qu'il y avait, je vous le fais court parce que ça a mis 6 mois pour trouver ça, pour réussir à faire émerger ça, c'est que quand elle avait fait son swing au golf, elle a mis des semelles. Ce qui l'emmenait quelque part, et ce qu'avait vu la personne à la vidéo était tout à fait juste. Donc c'est pas vrai ou faux, c'était vrai dans ce contexte-là. Par contre, quand on retirait les semelles, et qu'on revenait à ce qui était plus originel et spontané, bah effectivement, il y avait autre chose qui émergeait. Et la validation, elle était où? C'est quand la personne est allée, parce qu'elle me dit, c'est qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison, je dis, personne à tort ou qui a raison, c'est votre corps qui sait. Donc vous allez faire du différentiel et simplement aller au practice, et puis faire des balles, j'ai même pas besoin d'être là, hein. Vous faites coacher votre intention, puis vous vous mettez avec vos semelles, sans vos semelles, et puis vous regardez spontanément dans quelle sensation vous vous trouvez mieux, qu'est-ce qui est le plus efficient, prenez tous les paramètres quantitatifs, qualitatifs qui vous font dire que quoi. Et quand il revient en ayant dit j'ai joué sans mes semelles, et puis voilà, j'ai tenu compte de cette posture en avant, parce que c'était quelqu'un qui était plutôt marche par le haut dans son point d'entrée, en fait il me dit il y a des années que j'avais pas fait un tel swing. Et en fait c'est ça qui est important.
c'est de pas donner, de prendre du pouvoir sur l'autre, mais c'est de s'interroger et d'amener l'autre à s'interroger. Parce que la personne qui m'a amené les solutions, c'est pas moi, c'est lui. C'est à moi, je lui dis, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Et c'est quand il m'a dit, je mets des semelles, vous avez les photos de départ, etc. Et là, d'origine, on voyait très bien sur la plateforme de force que les appuis étaient sur l'avant du pied, pas sur l'arrière du pied. Et en fait, en lui posant la question de savoir pourquoi vous êtes allé chercher des semelles, j'avais l'impression depuis des années de toujours casser la figure en avant. Ce qui est typique de quelqu'un qui marche par le haut. Mais en fait, ne sachant pas ça, lui s'est dit, mais attends, c'est pas normal, faut que je corrige. Et il est allé voir quelqu'un qui a suivi, qui dit, tiens, j'ai corrigé quelque chose qui était une dynamique naturelle, etc. Donc ça résume bien, en fait, cette anecdote de dire où est-ce qu'est la limite. La limite, c'est dans l'usage qu'on en fait. Et le fait d'enfermer, se dire, j'ai raison, moi, ce que j'ai fait, c'est raison. J'aurais pu rentrer dans ce débat avec cette personne parce que, en disant, ouais, vous avez raison parce que vous êtes le formateur Action Type, puis l'autre, il est là-bas, c'est un couillon, etc. Non, l'autre, il était pas plus couillon que moi. Ce qu'il faisait, c'était juste. Parce que la fin de l'histoire, c'est qu'il a retrouvé une vidéo où il faisait des swings sans avoir mis ses semelles, et là, l'analyse que lui il a fait était cohérente avec celle que j'ai fait. Et là, on a pu valider quelque chose pour cette personne. Parce que ce qui est important, c'est l'individu qui est caché derrière. C'est pas l'entraîneur, c'est pas le praticien, c'est l'individu, la façon dont il s'approprie les choses pour que lui soit en cohérence avec son corps, qu'il soit aligné avec qui il est, qu'il puisse s'exprimer à la hauteur de ce qu'il peut s'exprimer, et qu'il le fasse sans prendre de risques, comment dirais-je, pathologiques, physiologiques, soit par la répétition, soit par une incohérence posturale qui fait qu'il va se blesser ou qu'il va souffrir, alors que le but de faire du sport ou de s'exprimer, c'est pas de souffrir, c'est de se faire plaisir, quoi. Enfin, d'être bien. J'ai une dernière question. La compréhension des préférences motrices, est-ce qu'elle peut du coup contribuer à la prévention des blessures? C'est un des objectifs en tout cas. Ça veut dire que effectivement, quand la personne tient compte de son état actuel et de ce qui émerge comme solution motrice, elle va quand même diminuer le risque de créer des incohérences dans ses mouvements et donc des terrains de blessure. C'est clair que être à l'écoute de son corps quand on performe, puisqu'on sait qu'il bouge d'une ressource à l'autre, et accueillir le fait que ça change en fonction du contexte, permet, comme dans le cas de la coureuse, enfin cette personne qui faisait sa course, permet de réaliser même des performances au-delà de ce qu'on imagine, parce que justement on laisse le corps, l'intelligence du corps, réaliser son boulot. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la tête pense savoir. Et ce que je disais très fréquemment quand je dirigeais la formation des entraîneurs en Suisse, et que les entraîneurs arrivaient dans le démarrage du cursus, je leur disais, penser savoir, ce n'est pas savoir penser. Donc dès le moment où vous croyez ou vous persuadez que vous savez, vous fermez la porte déjà à ce qui est vraiment présent là. Donc le danger du savoir, il est bien présent parce que c'est un piège à con, le savoir. Il vous amène beaucoup d'informations, mais il vous dit pas forcément quoi en faire. Et l'idée, c'est écouter le corps, écouter sa manière de s'organiser, sa manière de bouger, par rapport à des référentiels qui existent. Voilà, l'être humain étant un bipède et puis bougeant avec des pieds et des mains, il a des façons de bouger qui lui sont propres, mais il y a plusieurs solutions. Et le corps, lui, va aller puiser dans ces différentes solutions pour permettre les adaptations dont on parlait précédemment. Et si je laisse ces adaptations se faire naturellement par rapport à une charge que je suis en train de vivre dans mon corps, mais dont je n'ai pas conscience parce que j'ai pas une capacité de monitorer en direct tout ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, mais que je sais que le corps lui le fait à ma place, inconsciemment, je fais avec le corps et pas contre lui. Et là, bien sûr, le risque de vous blesser, il est quand même hautement diminué. Philippe Bertrand, merci beaucoup pour la richesse sur les préférences motrices et cet éclairage en tout cas, et à bientôt sur un prochain podcast. Merci à vous. Merci à vous. Ce podcast vous a été présenté par deux conseillers au niveau haute performance, Patrick Juvin de la Maison Régionale de la Performance du Creps Centre Val de Loire et Stéphane Germain de la Maison Régionale de la Performance de Bourgogne-Franche-Comté. Montage Stéphane Germain.